Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver pour l'ouverture de ce cycle de conférences. Après le succès des conférences destinées à faire découvrir la recherche dans les laboratoires de l'université, l'UPJV s'est résolument inscrite dans la valorisation de la recherche et la rencontre avec tous les publics sur des thématiques d'actualité, en s'intéressant d'abord aux 800 ans de la cathédrale l'an dernier, puis à la langue française en 2021-2022. La langue française est bien, en effet, un sujet d'actualité, dont témoigne entre autres choses la création d'une cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, lieu de la célèbre ordonnance de François Ier. Cette actualité a été confirmée récemment, au mois de mars 2021, à l'issue de la semaine de la langue française et de la francophonie. Cette semaine a été l'occasion de nombreuses animations, comme chaque année. Elle a été marquée surtout par le lancement, le 16 mars, du Dictionnaire des francophones. Ce Dictionnaire des francophones est une commande du président de la République et il est présenté comme un objet radicalement original. Pourquoi l'est-il? Pas tellement parce qu'il s'agit d'un dictionnaire en ligne, disponible sur une application mobile gratuite, consultable à volonté, même si c'est remarquable. Pas tellement non plus parce qu'il réunit les universitaires de tout le monde de la francophonie. Les chercheurs ont l'habitude de travailler ensemble par-delà les frontières. Ni parce qu'il se veut évolutif. C'est la fonction même d'un dictionnaire que d'enregistrer la vie de la langue. Infox, gréviculture, influenceur, flexibilisation, anti-vax, bien sûr, ou, dans un autre registre plus léger, hipstérisation, ont désormais leur définition dans l'édition 2021 du Petit Larousse, qui vient tout juste de sortir. Même si certains de ces mots sont attestés depuis très longtemps. Je pense notamment à gréviculture, qu'on trouve déjà dans des textes en 1900. On sait que le dictionnaire a toujours un temps de retard, c'est là un long temps. Déconfinement a raté son entrée cette année, apparu trop tard. Gageons que l'édition 2022 saura lui faire une belle place, espérons-le, du moins. L'originalité de ce dictionnaire tient surtout à ce qu'il se veut participatif et collaboratif. Chaque utilisateur aura le loisir de proposer des termes ou des expressions, souligne le délégué général à la langue française au ministère de la Culture. Après avoir été validés par le conseil scientifique, ces termes pourront figurer en libre accès dans ce dictionnaire des francophones. Pour le moment, le dictionnaire intègre, de manière moins originale, un certain nombre de ressources déjà existantes, africaines, belges, canadiennes, régionales. Elles viennent à point nommé nous rappeler que la langue française, ce n'est pas seulement la langue de France, mais aussi les langues de France, et même d'ailleurs. Que c'est une langue qui rassemble dans le monde entier tous ceux qui ont, comme on le dit joliment, le français en partage. 300 millions de locuteurs dans le monde, 59% des locuteurs francophones quotidiens vivent aujourd'hui sur le continent africain. Alain Mabankou, parlant de la francophonie, évoquait une sorte de langue pieuvre, un grand ensemble dont les tentacules enlacent plusieurs continents, dans un bel article intitulé « La francophonie, oui, le ghetto, non », article paru dans Le Monde en mars 2006. Notons-le, cependant, c'est un dictionnaire des francophones et non de la francophonie qui nous est proposé. Il récuse ainsi la dimension institutionnelle de cette dernière, dont il faut pourtant rappeler la magnifique ambition définie par Senghor en 1962 dans un article de la revue Esprit consacré aux Français langue vivante. Je cite Senghor, « La francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la Terre, cette symbiose des énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races qui se réveillent à leur chaleur complémentaire. Comment maintenir la francophonie à la hauteur de cette ambition? C'est évidemment un enjeu décisif, un défi à relever pour la future cité internationale. » Le dictionnaire préfère mettre l'accent sur les hommes et les femmes qui parlent le français. Et de fait, il y a bien des raisons pour préférer l'étude de la langue française à celle de la francophonie. En 2007, un collectif d'écrivains de langue française le soulignait plaisamment dans un article intitulé « Pour une littérature monde en français ». Personne ne parle le francophone, écrivait-il, ni n'écrit le francophone. La francophonie est de la lumière d'étoiles mortes. Comment le monde pourrait-il se sentir concerné par la langue d'un pays virtuel? Aussi, est-ce bien au français que nous consacrerons nos conférences? Car le français sous toutes ses formes est une langue vivante, qui se parle, qui se transforme, se transporte, unit des hommes et des cultures. Je reprendrai volontiers à cet égard
les termes de Bernard Cerchilini, grand linguiste, ancien délégué général à la langue française, puis délégué général à la langue française et aux langues de France, ancien recteur aussi de l'Agence universitaire de la francophonie, responsable précisément du nouveau dictionnaire des francophones, dans une interview donnée au Figaro le mois dernier à l'occasion du lancement de ce dictionnaire. Ce qui me frappe, dit-il, c'est la vitalité et la diversité de la langue française. Dans le monde, il y a des langues patrimoniales, parlées principalement dans un pays, comme l'italien, le chinois. Et puis il y a des langues nomades. Le français a été nomade dès le départ. Cette langue est née dans une région qui correspond au nord de la France et au sud de la Belgique. C'est une langue de voyage qui s'est implantée naturellement partout, qui a poussé et donné de beaux fruits. C'est un exemple réussi d'unité et de diversité, unité de la syntaxe, variété des vocabulaires et des accents, un idiome unique et pluriel. Plus encore, et c'est cela sans doute qui donne tout son intérêt à ce cycle de conférences, la langue française est un sujet brûlant, toujours brûlant. On aurait tort, en effet, de croire que la réflexion sur la langue française relève des seuls savants et pose des questions qui n'intéressent que les linguistes. Tort aussi de s'imaginer que réfléchir à la langue française revient à rester figé dans un passé glorieux dont on déplorerait la perte, celui d'un temps où la langue française animait les cours européennes. À cette époque-là, c'était en l'occurrence en 1784, l'Académie de Berlin pouvait mettre au concours les questions suivantes. Qu'est-ce qui a rendu la langue française universelle? Pourquoi mérite-t-elle cette prérogative? Est-il à présumer qu'elle la conserve? Et elle couronnait Rivarol, à l'époque où Voltaire s'efforçait de définir le génie de la langue française. Alors, faut-il pleurer sur le recul du français dans le monde? Faut-il déplorer la concurrence déloyale que lui fait un anglais global, ce fameux globish conçu comme une sorte de laissez-passer pour se débrouiller dans le monde entier? Une chose est certaine, la langue française passionne les Français, et c'est sans doute l'une des spécificités de la France que cet intérêt constant porté à la langue. Est-il beaucoup de pays dans lesquels la langue et son usage déclenchent des polémiques enflammées, dans lesquelles chacun se sent impliqué en tant que citoyen? Je n'en donnerai que quelques exemples, mais vous en trouverez bien d'autres. La langue française est une immense querelle, comme le dit encore Bernard Cerchilini. En témoignent les débats récurrents et enflammés sur la réforme de l'orthographe. Qu'on se souvienne seulement des questions posées par une éventuelle suppression des accents circonflexes, pourtant simples signes typographiques originellement. Supprimer l'accent circonflexe d'il, ce serait couper les ailes des oiseaux qui la survolent, s'insurgeait Claude Mauriac en 1990. Et que dire de la bataille de ou pour la féminisation des noms et des titres et de ses limites? On se souvient de l'épisode du Rainbow Warrior, du capitaine, de la capitaine Prieur, qui portait qui plus est un prénom épicène, Dominique. Le capitaine Prieur est enceinte. Que dire encore de la Covid, privilégiée au Québec, mais qui peine à entrer dans le langage de France? Faut-il aussi que la féminisation des noms commence par un tel fléau? Une immense querelle, comme en témoigne encore d'une autre façon la sensibilité à la glottophobie. Autrement dit, pour reprendre les termes du fondateur du concept, Philippe Blanchet, professeur de linguistique à l'université de Rennes 2, le mépris, la haine, l'exclusion de personnes fondées sur le fait de considérer incorrectes, inférieures ou mauvaises certaines formes linguistiques usitées par ces personnes. On sait qu'en l'occurrence, c'est l'accent, marqueur régional et ou social, qui a été récemment placé sur le devant de la scène avec le dépôt d'un projet de loi par le député de l'Hérault, Christophe Euzet. On pourrait encore évoquer, dans une perspective un peu différente, peut-être plus légère, je n'en suis pas tout à fait certaine, les nombreux articles récemment consacrés à la chanteuse Aya Nakamura, chanteuse de langue française la plus largement diffusée aujourd'hui dans le monde. En 2020, elle est l'artiste francophone féminine la plus écoutée sur Spotify, service de streaming musical. L'anglicisme est ici difficilement contournable. Il y a eu un déferlement d'articles de presse à l'automne dernier autour de son 3e album, modestement intitulé Aya, du Figaro à Marianne, en passant par Le Monde, Libération, l'Obs, l'Express. Je ne suis pas exhaustive, évidemment.
Elle y apparaît comme ambassadrice de la langue française pour les uns, ennemie de la langue pour les autres. Certains s'interrogeant même à quand l'Académie française? Ces succès internationaux sont commentés aussi bien par les linguistes, ainsi d'Aurore Vincenti dans une émission diffusée sur Arte en août 2020, que sur les bancs de l'Assemblée nationale en commission des lois, par l'enthousiaste député LREM Rémi Réberotte, pour l'occasion devenu presque lyrique. Quand je vois des jeunes comme Aya Nakamura, qui aujourd'hui, par sa chanson, est en train de réinventer un certain nombre d'expressions françaises, ça me paraît absolument remarquable. Elle est en train de porter au niveau international de nouvelles expressions et évolutions de la langue. Je vous laisse écouter Aya Nakamura. Quoi qu'il en soit, t'inquiète pas, je vais tout niquer. C'est la putain de life, comme elle le chante dans Jolie Nana en 2020. Existe-t-il beaucoup de pays où un président de la République s'occupe de commander un dictionnaire? Et pourtant, en 1635, le cardinal Richelieu, il n'était pas tout à fait président, on est bien d'accord, passait la commande publique d'un dictionnaire auprès de la toute jeune Académie française, le premier dictionnaire de l'Académie française. Dans les années 1960, le général de Gaulle soutenait la publication du Trésor de la langue française. Et Emmanuel Macron, aujourd'hui, commande un dictionnaire. C'est que la langue ne se résume pas au lexique non plus qu'à la grammaire, tant s'en faut. Elle est, au sens originel du terme, politique, chose de la cité. Une langue, on le sait, façonne une vision du monde autant qu'elle en rend compte. Au moment où, sur notre territoire, se restaure le château de Villers-Cotterêts et se construit la future cité internationale de la langue française, il nous est apparu évident de proposer ce cycle de conférences sur la langue française dans tous ses états. Il nous revenait de droit de parler de la langue en tant qu'université, attachée par nature, de manière institutionnelle, à la promotion de la langue française, puisqu'en vertu de la loi du 4 août 1994, la fameuse loi Toubon, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. Il était naturel, par ailleurs, que notre université portât la voix de ses spécialistes, notamment ceux de langue et littérature française, réunis dans 2 de ses équipes de recherche, Tram et Le Cercle, et qu'elle fasse entendre d'autres personnalités reconnues en la matière. C'est la langue dans tous ses états que nous avons choisi d'honorer. Une langue historique et politique, avec la présentation de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Une langue grammaticale et lexicologique, mais aussi politique et géopolitique, quand il sera question des accents, la fameuse glottophobie, ou de la place respective du français et de l'anglais. Plus encore, peut-être, lorsque sera abordé le soft power de la langue, pour parler en bon français, et révéler toutes les ambiguïtés du terme soft ici. Une langue littéraire, quand le rayonnement de la langue passe par la littérature. Cela aussi est, je crois, une spécificité de la France, cette manière d'attacher étroitement la langue à son expression littéraire. La langue de Molière, dit-on couramment, même lorsqu'on n'a pas lu Molière. C'est une littérature monde en langue française que nous aborderons autour de La Fontaine, de Dumas ou de Saint-Exupéry. Littérature monde naguère promue par 44 écrivains français ou francophones, Le Clésio, Édouard Glissant, Tahar Benjeloun, Boualem Sansal, Alain Bankou et bien d'autres, proclamant en ces termes l'émergence d'une littérature monde en langue française, consciemment affirmée, ouverte sur le monde, transnationale, je les cite, c'est à la formation d'une constellation que nous assistons, où la langue, libérée de son pacte exclusif avec la nation, libre désormais de tout pouvoir autre que ceux de la poésie et de l'imaginaire, n'aura pour frontière que celle de l'esprit. Nous essaierons de rendre justice à cette langue de l'esprit, de la poésie et de l'imaginaire. Histoire, linguistique, littérature, sciences politiques, le cycle aurait pu bien sûr se décliner plus largement. Il a fallu le borner, en essayant malgré tout de proposer une diversité d'approches qui rendent compte d'une pratique riche de la langue en France et dans le monde. C'est la raison pour laquelle ce cycle de conférences s'achèvera sur la remise d'un doctorat honoris causa à Louis Mushikiwabo, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, en décembre prochain. Alors, si le français, ce sont les grandes orgues qui se prêtent à tous les timbres, à tous les effets, des douceurs les plus suaves aux fulgurances de l'orage, il est tour à tour ou en même temps flûte, hautbois, trompette
tam-tam et même canon, comme l'écrivait Senghor dans Éthiopique en 1956. Espérons que ces conférences fassent entendre ces grandes orgues aussi bien que le son de la flûte plutôt que celui du canon. Qu'elles sachent faire entendre en effet un français dans tous ses états. Pour commencer, pour lancer le partenariat avec la Cité internationale de la langue française, nous allons avoir le plaisir d'entendre la présentation du château de Villers-Cotterêts et du projet de Cité internationale de la langue française proposé par Xavier Bailly, administrateur des châteaux de Villers-Cotterêts, Pierrefonds et Coucy. Je lui passe immédiatement la parole. Marie-Françoise Montaubain, mille merci pour cette magnifique introduction à ce cycle de conférences qui me permet de vous laisser la place à l'exercice savant que vous venez d'accomplir avec brio, que de présenter l'enjeu de la Cité internationale de la langue française qui embrasse l'ensemble des aspects que vous avez abordés. Je tiens aussi, bien évidemment, à remercier l'équipe de recherche de l'Université Picardie-Jules Verne pour son invitation, ainsi que son président, qui me donne l'occasion de présenter ce projet de Cité internationale de la langue française dont vous avez si bien dit qu'elle venait s'ancrer dans ces Hauts-de-France et plus précisément dans le département de l'Aisne, au château de Villers-Cotterêts. Je vous propose d'aborder le sujet en 3 volets. Le premier, aborder d'abord, bien sûr, la question du château de Villers-Cotterêts au travers de son histoire et de certains de ses plus funestes aspects. D'aborder ensuite la maîtrise d'ouvrage qui a été confiée au Centre des Monuments Nationaux et qui lui-même a porté au travers de 2 maîtrises d'œuvre l'enjeu d'un sauvetage sans précédent dans le grand patrimoine français. Et puis enfin, et en 3e lieu, bien sûr, répondre à la question que vous m'avez proposé de soulever, à savoir qu'est-ce que la Cité internationale de la langue française, quel sera son programme et comment elle s'inscrira dans les enjeux culturels de la langue française que vous avez si bien décrit. Sans plus tarder, je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet et d'essayer en 45 minutes de parcourir le château de Villers-Cotterêts, qui est un château dont le destin royal a été particulièrement marqué au début de son histoire par d'un château qui est à l'origine un château médiéval, un château médiéval qui est celui d'une famille dont on reparlera à plus d'une occasion, mais qui s'inscrit, comme vous le voyez sur cette image, dans un espace qui est situé à mi-chemin entre la forêt qui est derrière nous au moment de la prise de vue et la ville de Villers-Cotterêts, petite cité de 11 000 habitants à ce jour, et le château s'articule entre la ville et la forêt par l'intermédiaire, bien sûr, de son vaste parc. Ce château s'organise en 2 parties, nous allons les détailler ensemble. Celle qui se trouve au premier plan et qui offre sa façade au nord, c'est le logis royal. Et ce logis royal est séparé de la ville par une vaste cour que l'on devine dans le lointain et qui est dite cour des offices, destinée au service et à la domesticité, bien sûr. Ce château, aujourd'hui, se présente donc par un ensemble de bâtiments résultant des épisodes de l'histoire. Et ces épisodes, nous allons essayer de les parcourir rapidement, mais nous permettant de délimiter ici donc le logis royal, organisé autour d'une cour intérieure dont nous allons reparler, avec ici, du côté de l'ouest, le pavillon du roi, et puis attaché, côté est, une longue aile, dite aile du jeu de paume. Et puis, pour accéder venant de la ville, c'est-à-dire d'ici au sud, à ce logis royal, il nous faut traverser une vaste cour, dite cour des offices, organisée entre ces bâtiments formant le U et en quelque sorte l'écrin urbain de ce château, dans lesquels sont venus s'inscrire des bâtiments plus récents, l'ancien séchoir, ici même, et les anciennes cuisines. Nous en comprendrons le sens dans quelques instants. Ce château a fait donc l'objet de différentes époques, de différentes transformations, je devrais même dire de mutations, de
de transfiguration, puisqu'en effet, du château médiéval, peu de choses nous sont parvenues, peu documentées, qualifiées de malmaison, donc de sinistre mémoire. Ce sont donc les archéologues de l'INRAP qui ont permis de mettre au jour des vestiges à la fois passionnants parce que nous permettant de révéler que le château suivant, et oui, le château suivant, c'est bien sûr celui voulu par François Ier, vient s'asseoir, vient se poser sur les fondations de ce château médiéval, de cette malmaison, et donne ainsi encore, nonobstant ces transformations, une silhouette campée entre des tours qui elles-mêmes sont assises sur les fondations médiévales. Je pourrais aussi ajouter que, outre ces vestiges médiévaux, bien évidemment, les archéologues de l'INRAP, Institut national de recherche d'archéologie préventive, ont participé à découvrir bien d'autres aspects que nous pourrons découvrir dans les mois qui viennent à l'issue du travail post-fouille. Ces fouilles archéologiques nous ont permis, bien sûr, d'attester que les transformations les plus spectaculaires de ce château médiéval sont voulues par François Ier lui-même, qui à partir de 1532 a décidé d'installer à Villers-Cotterêts une demeure dans laquelle il pourrait s'adonner au plaisir dont il ne cache pas les nombreux contours, à savoir la chasse, et cette chasse, bien sûr, dans un cadre forestier d'exception, qui est la forêt de Retz, forêt composée de chênes, de hêtres, encore aujourd'hui fière de ses 13 500 hectares autour de Villers-Cotterêts. Dans cette décision de transformer un château médiéval en château royal de la Renaissance, François Ier va profondément transformer le château de Villers-Cotterêts, dont certains témoignages nous sont connus par les archives, et notamment celles que vous pouvez voir à l'écran. Rassurez-vous, nous allons les regarder d'un peu plus près. Il s'agit de documents conservés au British Museum, et qui ne sont autres que les dessins de Jacques Androuet du Cerceau, qui témoignent de manière très fidèle de ce qu'a pu être le château voulu par François Ier à Villers-Cotterêts. Ce château se compose donc, dès lors, de ces deux ensembles distincts que nous connaissons encore aujourd'hui. Le logis royal, ici sur votre gauche, et puis la cour des offices. Et que l'un et l'autre, dans cet assemblage, s'articulent d'ores et déjà entre le bourg et un parc dessiné, voulu comme point de contact et de rencontre entre la demeure royale et la forêt de Retz. La vue axonométrique de ce même château de Villers-Cotterêts nous montre que la façade Renaissance que vous voyez ici, regardant vers le sud la cour des offices, eh bien, cette façade Renaissance est somme toute celle que nous pourrons encore découvrir aujourd'hui à la lueur des restaurations qui sont menées au moment même où je vous parle. Mais regardons encore d'un peu plus près et constatons qu'effectivement cette façade Renaissance s'organise autour d'une cour intérieure qui demeure, et qui, si l'on la regardait encore de plus près, nous permettrait de voir ici, au milieu de la cour, un petit joueur qui, tenant sa raquette, nous permet de mieux comprendre pourquoi l'on parle de cour du jeu de paume, le plaisir des rois, le plaisir des princes, qui n'est pas sans interroger les archéologues. Nous y reviendrons plus tard. C'est bien là qu'en 1539, alors même que le roi est en résidence à Villers-Cotterêts, que François Ier signe l'ordonnance par laquelle, sur les articles 110 et 111, il impose le français comme langue du droit et de l'administration du royaume. Ordonnance de Villers-Cotterêts qui a pour but de rendre la justice compréhensible à tous, et non seulement aux latinistes. Elle reste aujourd'hui le plus ancien texte législatif encore en vigueur en France aujourd'hui. Et si les articles 110 et 111 concernent l'emploi de la langue française, eh bien ceux-ci n'ont jamais été abrogés. Et l'on pourrait aussi définir que ce document qui sera plus avant étudié par une conférence prochaine vous permettra aussi de mesurer qu'il porte en ses germes la naissance de l'état civil par les registres paroissiaux qui y sont adossés.
L'histoire de Villers-Cotterêts, nous pourrions ainsi la détailler plus avant, mais je fais un bond dans l'histoire et pour citer Monsieur, frère du roi, qui se voit en 1661 remettre le château de Villers-Cotterêts en apanage par Louis XIV lui-même. C'est à l'occasion de son mariage avec Henriette d'Angleterre. C'est aussi une manière, bien sûr, de compenser la couronne que monsieur ne portera pas. Et dans cette transmission, le château de Villers-Cotterêts passe ainsi au duc d'Orléans, demeurant à cette occasion une résidence princière qui ne manquera pas d'éclat au fur et à mesure des époques. Il est difficile de mesurer les transformations que les Orléans vont apporter à cette demeure, que certains occuperont avec différents bonheurs, puisqu'en effet, monsieur viendra à certaines occasions, puis ensuite le régent, celui-là même qui assurera la régence pendant la minorité de Louis XV, y viendra peu, disant même à Saint-Simon qu'il l'épingle un peu sur sa politique, que le jour venu, il ira planter ses choux à Villers-Cotterêts. C'est surtout donc par son petit-fils, Louis-Philippe d'Orléans, que Villers-Cotterêts sera plus profondément transformé. Mais restons encore au XVIIe siècle, ici en 1690, pour regarder ce plan de Jules Hardouin-Mansart, qui est un des rares documents au travers desquels l'on voit les transformations du jardin avec des parterres à festons attribués à Le Nôtre. Cette maison transformée au XVIIe siècle, nous la retrouvons ici au travers d'une gravure de Perelle aux alentours des années 1690 également, même parterre à broderie, mais si l'on devait comparer ce document à d'autres, l'on constaterait que tantôt le bassin central est circulaire, tantôt il est octogonal. Il faut donc pondérer la véracité de ce document, mais constater quand même que de la demeure de François Ier, certaines transformations ont atténué les accents de la Renaissance et que, ma foi, le grand siècle a fait son œuvre. Ainsi en est-il probablement du logis royal que nous regardons de plus près ici, et notamment du dialogue qu'il instaure avec le parc, ici articulé au nord. Le XVIIIe siècle, disais-je tout à l'heure, avec Louis-Philippe d'Orléans, va montrer beaucoup plus d'éclat. Louis-Philippe d'Orléans, à partir des années 1750, va venir très fréquemment à Villers-Cotterêts. Les témoignages sont nombreux. Ceux de Madame de Genlis et de bien d'autres encore attestent que l'on est souvent plus de 70 à coucher à Villers-Cotterêts, que l'on y joue la comédie, que l'on y goûte les plaisirs, bien sûr, de la chasse, de la musique, de la littérature et bien d'autres encore. Et que pour ce faire, eh bien, ma foi, il faut que la maison soit en capacité d'accueillir tout ce beau monde, puisque l'on organise des cafés. Voilà, il faut que tout le monde soit accueilli confortablement. Et donc, ce rare document que nous voyons à l'écran, et qui est une gravure de Tavernier de Jonquière de l'extrême fin de l'Ancien Régime, montre que les façades sont désormais ouvertes avec de grandes baies, que les toitures sont ponctuées de nombreuses lucarnes, et qu'ainsi, l'on a ménagé dans les différents niveaux du château de cette antique demeure les espaces nécessaires à la fois à la réception de ses invités, mais également à toute la domesticité qui l'accompagne. La fin de l'Ancien Régime est cependant marquée par évidemment l'annonce de bouleversements, hélas bien connus. Je vous montre ici à l'écran le détail de la vente que Louis-Philippe Joseph d'Orléans, futur Philippe Égalité, organise de plein gré lorsqu'il décide de vendre la totalité de ce que contient la demeure. Commode, bureau, secrétaire, toilette, encoignure, chiffonnier, glace, feu, bras de cheminée, lustre, verrerie, porcelaine, faïence, tableaux et bordures. Une grande quantité de feuilles de parquet neuf en bois de chêne, très sec, vif et fenouillé, etc., etc. Le détail est ici apporté. Il témoigne que l'on vide patiemment le tout, y compris des meubles de grande qualité de bois d'acajou à dessus de marbre, bien sûr, et que ce faisant, on indique même aux éventuels acheteurs qu'ils pourront faire embarquer le tout
à partir de la Ferté-Milon sur le canal de l'Ourcq, qui est bien commode parce qu'il est relié à la Marne et bien sûr à Paris. La demeure va donc se trouver vide. Et cette annonce est aussi porteuse de ce qui va suivre. Transformée en caserne, c'est en 1808 que la décision de Napoléon Ier de faire de cette maison un dépôt de mendicité est réellement actée. Et ce document plus tardif nous montre que ça y est, le château est ceinturé de grands murs et que le parc est désormais isolé de la demeure et que ce dépôt de mendicité va donc vivre derrière ces murs, dépôt de mendicité destiné aux miséreux de Paris, de sorte que les Cotrésiens vont se trouver dépossédés du château. Alors, décrire le dépôt de mendicité, c'est décrire une vie qui est à la fois touchante, mais également totalement presque anachronique avec la demeure dans laquelle tout cela s'inscrit, puisqu'il va falloir transformer les salons. Je vous montre ici le quartier des hommes, on sépare les hommes et les femmes. Ici, les femmes, imaginez que nous sommes là dans la séquence des anciens salons des ducs d'Orléans, que nous retrouverons tout à l'heure, vous les reconnaîtrez, au passage de Porte. Donc la demeure est profondément transformée derrière ces murs dans une ambiance quasi carcérale où la vision sanitaire s'accompagne de cette dimension de protection du tout. Les deux conflits mondiaux apporteront leur lot de transformations, au hasard desquels il faut rappeler que du dépôt de mendicité créé en 1808, on passe en 1889 à une maison de retraite de la ville de Paris, qu'elle est utilisée bien sûr pendant la Première Guerre mondiale et qu'en 1945, le château de Villers-Cotterêts est transformé en maison de retraite de la ville de Paris, puis ensuite en EHPAD, et enfin un EHPAD qui quitte les lieux en 2014. Vous trouvez donc ici le bref panorama historique que je viens de brosser à grands traits, qui veut qu'en 2014, le château est vide, fermé au public et à l'état d'abandon. En 2018, à l'issue d'un discours prononcé par le chef de l'État à l'Institut, le château de Villers-Cotterêts est remis au Centre des Monuments Nationaux pour que celui-ci porte le projet voulu par le président de la République d'y créer la Cité internationale de la langue française. Le chantier est donc en cours au moment où je vous parle et il faut imaginer ce château de Villers-Cotterêts avec cette façade Renaissance, quoique portant aussi la marque des transformations des Orléans, est aujourd'hui masqué par les échafaudages. Je rentre donc dans le deuxième volet. L'état intérieur du château nous a préservé quelques trésors, parmi lesquels l'escalier du roi, que je vous montre ici dans les parties hautes de ce grand degré, la chapelle, autrement appelée salle des États, dont le décor Renaissance est lui aussi en grande partie préservé, et puis d'autres détails, et notamment l'escalier de la Reine. Au-delà de ces trésors de la Renaissance, la dévastation est profonde et l'état de délabrement avancé. Je vous en montre les accents, le dallage des salons des Ducs d'Orléans, autrefois quartier des femmes que je vous montrais précédemment. Ici, un dallage sur une dalle béton. Seuls les passages de porte ont survécu, les plafonds eux-mêmes ayant été transformés avec des dalles béton portées par des poutres IPN. Autant dire que le château de Villers-Cotterêts est un grand abandonné du patrimoine, en tout cas un scandale patrimonial qu'il fallait en quelque sorte réparer. C'est ce qui est en cours. Voyez par exemple que la drague des Hauts-de-France, ancienne drague de Picardie, avait dû, avec des moyens déjà conséquents, assurer la sauvegarde du château en préservant toutes les charpentes étayées, sous bacassier, puisque à bout d'usage, les ardoises avaient cédé la place aux bacassiers. Voici un escalier du pavillon du roi. Vous voyez que même les marches n'étaient plus visibles.
Alors l'avancement du projet, c'est bien sûr dans cette perspective du logis royal regardant la grande pelouse, l'allée royale et la forêt de Retz. C'est une vision d'espoir qu'il faut avoir en tête. Le chantier, il y a quelques mois encore, nous montrait la façade nord du château de Villers-Cotterêts regardant ce parc et cette grande pelouse, derrière les premiers modules de la base vie d'un chantier de restauration sans précédent. Ce chantier, le voici aujourd'hui, avec un château dont le parapluie assure la sauvegarde, puisque les charpentes, les toitures, tout est en cours de démontage, le calendrier fixé par le chef de l'État étant tel qu'il faut démultiplier les moyens par lesquels tous les corps d'État sont au travail, là encore, au moment où je vous parle. Les archéologues, disais-je tout à l'heure, sont intervenus l'été dernier. Ils ont investigué au nord, à l'est, mais également au cœur même du projet, dans cette cour du Jeu de Paume, découvrant le carreau. Et oui, au Jeu de Paume, on peut tomber sur le carreau, rester sur le carreau, on peut tomber à pic aussi. Autant d'expressions qui nous sont parvenues, mais qui témoignent au travers de ces recherches archéologiques que François Ier et Henri II ont probablement joué dans cette cour et qu'ils ont probablement participé à élaborer les règles de ce jeu de balle. La première maîtrise d'ouvrage confiée par le Centre des Monuments Nationaux à l'architecte en chef est bien sûr celle destinée à la restauration du clos et du couvert, confiée à Olivier Wetz, architecte en chef des monuments historiques. Il s'agit bien sûr de restaurer clos et couvert du logis royal et du Jeu de Paume, puisque c'est là, au cœur de cet ensemble, que va se situer le cœur battant de la Cité internationale de la langue française. Le logis royal, ce sont les 4 bâtiments que vous voyez organisés autour de la cour, ici même. Et l'aile du Jeu de Paume, ajoutée par les Orléans, par Louis-Philippe d'Orléans à partir des années 1750, ici sur votre droite. Nous allons les retrouver tout au long de mon propos. Olivier Wetz a retenu dans le projet qu'il a soumis au Centre des Monuments Nationaux le XVIIIe siècle et la fin de l'Ancien Régime pour la silhouette que gardera le château à l'issue de ses restaurations. Parce qu'en effet, le miracle, c'est que moyennant les transformations intérieures et très profondes, comme je l'ai dit, la silhouette et l'enveloppe extérieure a été miraculeusement préservée. De sorte qu'ici, façade ouest, le pavillon du roi retrouvera sa silhouette. Ici même, vision opposée, façade est et Jeu de Paume permettront de découvrir les tourelles de la façade nord, retrouvant tout leur éclat. De même que la façade nord, retrouvant sa terrasse, pourra rétablir son dialogue avec la grande pelouse et le parc. La cour du Jeu de Paume se verra dotée d'une verrière. Peut-être trouverez-vous cela un peu abusif, néanmoins, dans le projet que je vais vous détailler dans les minutes qui suivent, vous comprendrez l'intérêt de cette verrière destinée à couvrir la cour du Jeu de Paume, qui sera là vraiment le point de convergence de toutes les activités, mais aussi et surtout de tous les publics, puisqu'en effet, c'est bien un équipement culturel à destination de tous que cette Cité internationale de la langue française se destine à être. Il y a donc une deuxième maîtrise d'œuvre confiée à un groupement réuni autour d'un atelier d'architecture qui s'appelle Projectile, groupement qui a pour évidemment mission d'assurer l'aménagement intérieur et la scénographie, mais également le design du mobilier, l'éclairage intérieur et bien d'autres aspects dont je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails. Mais sachez que cette même cour intérieure vitrée va être pour l'occasion celle d'étendre par une ombrière un ciel lexical sous la verrière, afin que, entrant dans cet atrium, il sera possible tout de suite de comprendre que l'on est bien ici, au siège même de cette aventure du français dont Marie-Françoise Montauban parlait tout à l'heure. De jour comme de nuit, ce ciel lexical permettra d'y découvrir des mots, et nous l'espérons, des mots des cotrésiens et des contributeurs qui, autant d'établissements scolaires et de contributeurs qui, à ce jour, nous aident à en composer le discours, si je puis dire.
Le programme de la future cité internationale, il est temps d'y rentrer. Vous êtes impatients, je le sais. Il est temps de détailler de quoi il est question. Alors, je vous prie de me le pardonner, mais il va quand même falloir regarder quelques plans, parce que tout cela se construit, et c'est là aussi le caractère tout à fait enthousiasmant de ce projet, c'est que, au-delà de la restauration du monument historique et d'une restauration d'une profondeur dont vous ne soupçonnez pas les aspects, il y a aussi, bien sûr, la construction de tout ce qui va siéger à l'intérieur de ce bâtiment. Ici en bleu dans l'angle, vous trouverez la billetterie et le départ du parcours permanent, puisqu'en effet, vous pourrez visiter un parcours permanent destiné à plonger dans l'aventure du français, dans ce français dans tous ses états, comme l'a dit Marie-Françoise Montauban, et comme l'écrit en ce moment le commissariat scientifique organisé autour de Xavier North, délégué général à la langue française et aux langues de France, Barbara Cassin de l'Académie française, Hassan Kassi-Kouyaté, directeur du Festival des Francophonies en Limousin, et puis aussi de Zève Gourarier, ancien directeur scientifique du MUSEM de Marseille. Et donc, il s'agit bien d'un parcours permanent. Mais restons au rez-de-chaussée. Nous allons, dans la continuité de cette billetterie, trouver les espaces d'exposition temporaire, toujours dans cette aile ouest, et ici en rose. Et puis, nous allons trouver ici, dans le petit angle sud-est, ici, la librairie, bien sûr. Il s'agit de trouver une librairie dans la Cité internationale de la langue française. Puis enfin, dans cette petite partie ici qui vient de s'éclairer en vert clair, un café, ou une tisanerie en fonction de la concession qui sera attribuée, ou un salon de thé bien sûr, et puis enfin, dans cet angle nord-est, des espaces partagés avec autant de contributeurs, de partenaires avec lesquels il sera possible d'envisager des pédagogies innovantes, l'enseignement du français langue étrangère, la lutte contre l'illettrisme, pourquoi pas l'aide aux devoirs, ou même encore, pourquoi pas, un écrivain public, autant de contributions qui seront apportées par des partenaires institutionnels, associatifs, avec lesquels le Centre des Monuments Nationaux a d'ores et déjà, comme il le fait aujourd'hui avec l'Université Picardie-Jules Verne, entamé un dialogue fécond. Je viens d'ajouter une petite flèche. Elle est ici dans l'angle. Alors, vous l'avez à peine deviné, cette petite flèche. Pourtant, moi, je la connais bien parce qu'elle mène à une cage d'escalier. C'est même le seul escalier du 18e que nous allons conserver. Et il va permettre d'accéder au deuxième étage. Allons au deuxième étage. Ah non, j'allais oublier de vous emmener d'abord ici dans le jeu de paume. C'est l'auditorium. Mais ça y est, je vous emmène au deuxième étage. Le voici, le deuxième étage, où nous allons trouver la même petite cage d'escalier qui me permet d'accéder à l'ensemble des ateliers de résidence d'artistes, ateliers partagés avec un grill pour des danseurs, une compagnie théâtrale, 2 studios d'enregistrement, des ateliers destinés à pourquoi pas, des écrivains, des chercheurs, des entrepreneurs, autant là aussi de projets que nous commençons de tisser avec les partenaires nombreux que nous trouvons sur la route qui nous mène vers cette cité internationale de la langue française. Et puis ici, petit espace néanmoins très très important, une salle d'action éducative et pédagogique. Bien sûr, le monde de l'école et de l'enseignement sera présent comme sera celui de l'université. Et puis enfin, ici, des bureaux et l'administration. Alors, peut-être vous vous demandez, mais qu'est-ce que finalement on va pouvoir réellement visiter? Alors, je vous indique que les images que je vais vous présenter sont des images qui sont en cours de réalisation, en cours de conception, qui sont en cours de production aussi, puisque au moment où je vous parle, il y a bien sûr des contributeurs autour du commissariat scientifique. Je pourrais vous détailler toute l'équipe projet réunie autour de Philippe Bellaval et Valérie Senghor, qui contribuent à l'écriture de l'ensemble des dispositifs qui feront les ponctuations diverses et variées de ce parcours permanent. Et au moment où je vous parle, je suis en train de me rendre compte que je regarde mon écran tout le temps parce que on passe nos vies en visio à regarder l'écran
alors que les caméras sont ailleurs, et je vous prie de m'excuser. Oui, vous êtes là, et je vous prie de me pardonner. Je passe ma vie en visio en ce moment, et je viens de me rendre compte que je vous avais presque oublié là-bas, alors que moi je vous regarde ici. Toutes mes excuses. Mais je sais que vous y êtes attentifs et que vous me le pardonnerez. Voilà, nous entrons dans la billetterie. Cette billetterie est éminemment contemporaine, puisqu'en effet, la page blanche de ces murs auxquels nous allons devoir redonner leur éclat, mais des sols aussi que nous sommes obligés de reconstituer, les dallages, les parquets, les plafonds à la française. Nous sommes dans une billetterie qui, à gauche, vous amène vers le parcours permanent et l'escalier du roi, et puis à droite, derrière cette paroi opalisée, les espaces d'exposition temporaire. Au rez-de-chaussée, je vous ai parlé des espaces partagés. Vous voyez cette jeune femme, peut-être une étudiante ou une enseignante, dans une configuration de cet espace avec plusieurs tables et une banquette. Le même espace avec une collaboratrice qui va vous accueillir pour le cours de français langue étrangère que vous allez prendre tout à l'heure, et cet enseignant qui prépare le cours autour d'une grande tablée. Autant de combinaisons qui attestent de la souplesse, de l'agilité, de l'équipement que nous sommes en train de concevoir, avec cette souplesse d'usage qui est celle aussi d'une langue qui a elle aussi sa plasticité. L'aile du jeu de paume, le disais-je tout à l'heure, percée depuis le 19e siècle de ses nombreuses fenêtres, recevra au rez-de-chaussée bien sûr le foyer de l'amphithéâtre, un amphithéâtre totalement modulable de 250 sièges qui pourra être autant dévolu à des restitutions de résidences, des spectacles, que pourquoi pas des colloques, des conférences, des symposiums et bien d'autres encore combinaisons qui s'inscriront dans les partenariats nombreux que nous pouvons espérer. Mais venons-en au parcours permanent, puisque c'est peut-être celui que vous attendez le plus et que nous inaugurerons en mars 22. Et oui, j'ai bien dit, dans moins d'un an, nous ouvrirons au public ce parcours permanent, puisque telle est la commande qui nous est passée, dans un logis royal et un jeu de paume totalement restauré. Vous allez y accéder par l'escalier du roi, qui est ici, qui sera libre d'accès. Et vous allez ensuite vous engager dans une première salle dont je vais vous parler, qui évoque l'histoire du château, un territoire. Et puis enfin, vous allez vous engager dans un parcours qui, de l'aile ouest, vous fera parcourir un itinéraire, aile nord, puis aile ouest. Et dans cet itinéraire, vous allez partir à la rencontre de cette aventure du français. C'est donc bien un parcours permanent qui vous sera offert, avec plus de 70 dispositifs immersifs, interactifs, ludiques, qui vous permettront, le long de ce parcours dans les 3 ailes du château, d'aborder la langue dans ses différentes dimensions. D'abord donc, un château, dans son environnement, dans son histoire, celle d'un territoire riche et particulièrement fécond dans le domaine de la littérature. Alexandre Dumas est né à Villers-Cotterêts, Racine est né pas loin, à La Ferté-Milon, La Fontaine, à Château-Thierry, etc. Donc le territoire fut fécond, il s'agit de l'évoquer, l'histoire du château assez rocambolesque finalement, mérite de l'être aussi, dans un territoire qui est l'ancien Valois, dont l'on pourrait aussi citer les détails d'une histoire, elle aussi, riche en événements et en grands personnages. De cet espace, vous pourrez ensuite accéder au parcours dédié à la langue française. Et n'a-t-il pas été dit tout à l'heure en introduction que la francophonie était pleine de diversité et que, plongé dans cette diversité, il s'agit bien sûr de se trouver confronté à une sorte de panneau des départs, comme dans un aéroport, où l'on aura ainsi tout de suite, immédiatement, comme voulu par le commissariat scientifique, cette diversité presque planétaire, ces 300 millions de locuteurs qui s'imposent à vous et qui vont, d'entrée de jeu, permettre d'envisager la langue française comme riche, diverse, variée, métissée.
Et donc, au-delà de ce parcours, dont je ne vous détaille pas tous les contours, mais pensez que la révolte, le rire, on ne rit pas des mêmes choses au Mali, on ne rit pas des mêmes choses au Québec ou en France à 75 ans ou à 15. Donc, autant de diversités qui permettront des approches particulières. Le visiteur donc débutera son voyage dans cette aile ouest, plongé dans la francophonie, mais qui aura aussi pour ambition de refléter le dynamisme du français dans le monde à travers différentes expressions, comme je l'ai dit. Et puis aussi de rentrer dans cette sorte de cube que vous voyez ici, se présentant comme des étagères d'une bibliothèque. C'est une bibliothèque magique que l'on veut ici, destinée à incarner la place prédominante de l'écrit dans le français de la littérature, en passant par la BD, le calligramme, mais aussi les graffitis et bien d'autres aspects encore. Puis si vous regardiez attentivement, vous voyez poindre le cinéma, la chanson française. Tout cela n'est évidemment pas contractuel, ce sont des images, mais qui me permettent de concevoir le parcours, les mobiliers et bien évidemment la scénographie et son contenu. Il s'agit aussi de veiller à évoquer le rayonnement du français dans le monde et de l'apprécier au travers d'une mosaïque de francophones et de francophiles et dans les mots qui attestent de la persistance des emprunts par d'autres langues. Donc il y a bien là cette diversité et cette richesse tout au long d'un parcours qui va vous conduire aussi, alors je saute quelques étapes, ne voyez pas dans les images que je vous montre la totalité du parcours, mais ici notamment le siècle des Lumières, bien sûr, mais à l'arrière-plan, si vous devinez cette femme devant un pupitre, eh bien peut-être penserez-vous à la langue de fer, à celle de Jules Ferry et de l'école, ou du français vu comme une langue d'émancipation. N'a-t-il pas été cité Léopold de Sédar Senghor tout à l'heure, et de cette langue d'émancipation que fut le français. Donc, quittant l'aile ouest, vous rejoindrez l'aile nord, et dans cette aile nord, il s'agira de découvrir le français comme une langue composite, qui a évolué au fil des siècles, phonétiquement, mais aussi dans les mots, qu'il a emprunté à d'autres langues. Je vous dis « tenez », vous me répondez « tennis ». Je vous dis « comptez fleurette », vous me répondez « flirter ». Et ainsi de suite. Les prêtés rendus, les emprunts, les mots voyageurs, le mot abricot qui a fait le tour du monde et qui est un mot qui est insoupçonnable dans le voyage qu'il a fait. Autant d'occasions donc de parcourir cette évolution de la langue dans le choix des mots, nouveaux ou anciens, français ou étrangers, qui au quotidien nous servent à décrire ce que nous vivons. Et puis, dans ce que nous vivons, il y a aussi, bien sûr, la présence de cette langue métissée. Si on regardait attentivement, l'image est peut-être un peu floue sur votre écran, mais on va au brunch tout à l'heure. Oui, cool, on y va. Autant d'emprunts à l'anglais, autant d'emprunts, autant de plasticité à la langue, disais-je tout à l'heure, peut-être maladroitement. Il s'agira de rappeler que nous sommes tous les acteurs de l'évolution de la langue dans les choix des mots, nouveaux ou anciens, français ou étrangers, qui au quotidien nous servent à décrire le monde dans lequel nous vivons. Et c'est aussi ça, dire le monde. Et tout à l'heure, n'a-t-il pas été dit qu'on accepte assez volontiers de dire que le français, c'est la langue de Molière. Pourquoi le dit-on ? Est-ce fondé ? Eh bien, je ne vous donnerai pas la réponse aujourd'hui. Elle vous sera proposée peut-être ici à l'articulation de l'aile nord et de l'aile est du château de Villers-Cotterêts. Avant de rentrer dans ce troisième volet d'une langue dans tous ses états, une langue qui est au service du pouvoir, point d'interrogation. Et là, bien, vous comprendrez que je ne m'aventurerai pas davantage dans l'éclairage que je pourrais apporter à cette question. Il est néanmoins question d'évoquer la relation réelle entre la langue et l'État. Elle intervient dans l'histoire comme instrument du politique, au service d'une cohésion sociale, mais aussi comme moyen d'indépendance vis-à-vis du pape, enfin du moins
du moins ce que l'on prétend pour François Ier, ou encore pour imposer les idées de la Révolution. En tout cas, il s'agit aussi de penser que nous sommes ici au moment où je vous parle en Picardie, que c'est les Picards attachés aux Picards, qu'on pourrait parler des langues régionales et qu'il sera aussi peut-être l'occasion, dans une salle comme celle-ci, de trouver par une scénographie assez immersive l'occasion d'écouter les accents, la musicalité de ces accents et puis aussi, pourquoi pas, l'évocation de ces langues régionales. En tout cas, il est clair que la loi et la Constitution s'est emparée du sujet et que le château de Villers-Cotterêts et la future cité internationale de la langue française ne s'esquivera pas et évoquera cette grande question qui s'inscrit effectivement dans un monde où la prédominance de l'anglais peut encore interroger. Quoi qu'il en soit, la fin de votre parcours vous entraînera peut-être dans ce que l'on pourrait qualifier de point d'orgue, en tout cas de légitimité, puisqu'il s'agira dans cette dernière partie de la visite, mais pas tout à fait à sa fin, d'aborder la question de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Quoi qu'il en soit, cette fin de visite sera bien évidemment dédiée au parcours patrimonial, puisqu'il s'achèvera dans la chapelle que j'ai décrite trop brièvement tout à l'heure, mais qui retrouvera tout son éclat, puisque les ducs d'Orléans avaient tendu un plancher au-dessus de cette chapelle, privant son volume de cette charpente lambrissée et plâtrée qui donnait un effet de voûte aujourd'hui disparu, mais dont la restauration attentive confiée à Olivier Wetz s'attachera à restituer le volume initial. Quoi qu'il en soit, le château de Villers-Cotterêts fait l'objet de l'actualité encore il y a peu, puisque le projet dont je viens de parler, qui s'articulait initialement dans ce logis royal, ici même, et de ce jeu de paume dont j'ai détaillé le contenu, et j'espère que vous m'avez suivi, il s'agissait d'inscrire les premières étapes de cette cité internationale de la langue française. Mais l'épisode que nous venons de vivre et que nous vivons encore aujourd'hui, et vous me pardonnerez d'avoir enlevé mon masque, s'inscrit bien dans un moment où l'État, par un plan de relance, a permis aussi au Centre des Monuments Nationaux de ne pas tarder à sauver le reste du château que nous avons brièvement également décrit tout à l'heure, et que grâce à 100 millions complémentaires au budget, le Centre des Monuments Nationaux a d'ores et déjà, parce que je peux témoigner de l'avancement de ce chantier qui est en cours, dire que la Cour des Offices, dont le sauvetage avait été initialement différé pour des raisons budgétaires, ce sauvetage est d'ores et déjà engagé, et que le travail destiné à apporter à la Cité internationale de la langue française des compléments à dimension économique, hôtelier, pourquoi pas de restauration, pourquoi pas aussi de start-up et d'autres composantes qui viendront participer à la dynamique de ce vaste projet, trouvons place très bientôt dans la Cour des Offices et la Cité internationale de la langue française, dans un budget qui certes s'inscrit dans une enveloppe assez conséquente, puisqu'il s'agit de 185 millions d'euros à ce jour, mais qui ouvrira au moins, dans un premier temps, le parcours permanent en mars 22 et devrait achever la totalité de la restauration au printemps 2023. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci Xavier Bailly, merci pour cette passionnante conférence qui nous a présenté, dans un premier temps, à grandes enjambées, si je puis dire, l'histoire du château, mais vous n'aviez pas le choix, vous étiez contraint par le temps, pour nous conduire ensuite à son actualité, qui nous a conduit donc d'un domaine royal à une cité dont on a bien compris qu'elle est ouverte à tous, après avoir accueilli essentiellement les nécessiteuses et les vieillards. Donc j'aurais peut-être une question pour commencer, parce que je suis très séduite à voir comme ça, en tout cas, par cette idée de verrière de mots, de ciel de mots. Et je voulais savoir, alors,
qu'est-ce que cela va dire? Est-ce qu'on sait déjà ce qui est écrit? Est-ce que ça va éventuellement changer? Est-ce qu'il sera possible de faire évoluer le texte qui va apparaître? Alors, hélas non, le texte qui apparaîtra sera un texte définitif. C'est un sujet qui est en cours, puisque j'évoquais tout à l'heure les contributions du monde scolaire. Nous avons, à la faveur de plusieurs résidences d'artistes au cours de ces dernières semaines, engagé le processus de collecte de mots, voilà, qui viennent s'agréger les uns aux autres et qui, nous l'espérons dans les semaines à venir, si nous pouvons envisager une réouverture et un événement public que nous appelons de nos voeux à la mi-mai, organiser une opération de collecte plus large à Villers-Cotterêts, puisqu'il est également important que les Cottrésiens qui ont été dépossédés de ce château tout au long de leur histoire puissent aussi trouver par ces mots un témoignage de cet ancrage territorial d'un équipement dont vous avez compris qu'il était à la fois local, régional, national, mais également international, puisque vous l'avez dit mieux que quiconque, la dimension francophone n'est pas absente de ce projet. Mais je ne peux donc rien vous dire de ces mots, hormis le fait que peut-être seront-ils assez libres dans la forme de l'expression qui sera celle peut-être du grand public. Mais c'est déjà une réponse, c'est-à-dire que ce seront des mots et ce ne seront pas des phrases. Ce n'est pas la syntaxe, ce seront des mots. Ce sera plutôt des mots, probablement. Et ce sera définitif. D'accord. Et est-ce que vous prévoyez des activités, parce que on a bien compris, hein, vous venez de le rappeler, mais ce va-et-vient qui va être permanent, qui doit être permanent entre la dimension internationale et puis la dimension, l'ancrage local. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des activités prévues pour inciter les habitants de Villers-Cotterêts à s'emparer de ce château, de cette... Oui, alors effectivement, avec l'équipe qui m'entoure, nous préfigurons la programmation culturelle de l'équipement, programmation culturelle à destination du grand public, mais également du monde scolaire ou du jeune public en temps de loisirs. Là, je pourrais citer par exemple 5 résidences que nous avons organisées au cours des derniers mois, des résidences destinées à 3 établissements scolaires et à 2 équipements particulièrement importants à Villers-Cotterêts. L'un, c'est l'EHPAD François Ier, qui possède encore des résidents issus du château de Villers-Cotterêts, toujours vivants, et dont le témoignage est précieux. Et puis le dernier, c'est le centre d'hébergement d'urgence, où nous avons là aussi un public de migrants qui arrête notre attention et nous impose aussi de le prendre en compte. Et les 5 résidences en question, c'était une résidence mise en place avec Diaphane, le pôle photographique des Hauts-de-France. Donc il y avait une photographe, Sophie Zénon, et des écrivains. Il était prévu initialement des écrivains représentatifs de la francophonie. Les conditions de transport de ces derniers mois nous ont privés de ce plaisir et les différents confinements ont rendu les résidences complexes, mais les contributions sont très riches et témoignent d'une forte attente, d'une forte vitalité. Je pourrais citer aussi le travail qui est mené au lycée européen autour de la semaine de la francophonie, d'un concours d'éloquence, et ainsi de suite. Il y a déjà beaucoup de choses qui se mettent en place et qui participent de cette programmation dans une ouverture la plus large possible. Je pense notamment au programme des Journées européennes du patrimoine que nous prévoyons pour septembre prochain, où nous espérons là aussi dessiller le regard du plus grand public. Nous avons hâte d'en savoir plus. J'avais peut-être une autre question. Si j'ai bien compris, ce sera un parcours, le parcours permanent sera un parcours visuel, ce sera aussi évidemment un parcours sonore. C'est-à-dire qu'on entendra aussi différents Français. Oui, c'est vraiment un parcours sonore. J'aurais pu vous montrer un dispositif auquel on attache une importance particulière, qui est une sorte de baromètre. Et je ne peux pas m'empêcher d'évoquer le français que j'entends parler par vos étudiants qui utilisent la langue française différemment. Je ne parle pas comme eux.
Et moi-même, je ne parle pas comme le général de Gaulle lorsqu'il a prononcé ses discours. Il y a donc une évolution dans le temps. Et suivant un baromètre, nous allons essayer d'inviter le public à voyager dans le temps et pourquoi pas à aller écouter François Ier dans la manière dont il s'exprimait. Donc c'est éminemment immersif. Effectivement, la question du multilinguisme est posée puisque nous sommes préoccupés et nous continuons de nous préoccuper des personnes en situation d'insécurité linguistique pour différentes raisons. Et bien sûr, des personnes en situation de handicap ou des personnes étrangères. Donc ce ne sera pas un parcours français destiné à des Français uniquement. Alors ça me permet de rebondir sur une des questions qui nous est posée dans le chat. Quelle sera la dimension internationale, précisément? Comment est-ce que vous pouvez la définir, cette dimension internationale? La dimension internationale est qu'à ce jour, la langue française avait plusieurs adresses. Et parmi ces adresses, il y aura bien sûr le château de Villers-Cotterêts. Et que cette adresse pourra nous permettre de recevoir à Villers-Cotterêts des délégations, des sessions de travail, des colloques internationaux, d'entretenir des relations avec le monde francophone. C'est déjà le cas. Il y a une école franco-québécoise qui est en cours de constitution à Villers-Cotterêts. L'éducation nationale est fortement impliquée dans ce projet. Par conséquent, la dimension internationale, c'est cette ouverture vers le monde. Finalement, Villers-Cotterêts devient un amer pour la langue française et la francophonie. Oui, c'est cette langue monde dont nous avons tous deux parlé. Et alors justement, j'ai une question à ce propos, à laquelle il est assez facile, je crois, de répondre. Le terme de francophonie ne vous semble-t-il pas trop marqué pour parler de langue monde ? Vous avez noté, vous l'avez dit vous-même, Marie-Françoise, on parle plutôt de francophone plutôt que de francophonie. Et c'est pour cela que l'équipe projet a façonné le titre de cet équipement culturel qui est aujourd'hui une cité parce qu'il y a ce côté vivant, ouvert, de lieu de résidence, de lieu de vie, international pour la raison que je viens de dire, de la langue française. Voilà, et que on est plus francophone que habitant de la francophonie. Alors j'ai une question qui est posée concernant les entreprises jeunes pousses et leur implication dans ce projet de Cité internationale de langue française. Eh bien, les entreprises jeunes pousses peuvent avoir leur place dans le projet pour des raisons aussi passionnantes que... alors, excusez-moi, je lisais hier soir un article dans Télérama sur la pauvreté et la question du langage au tout petit. Eh bien, le langage est tout petit, c'est des questions de mobilité, c'est des questions qui peuvent être l'enjeu de recherche et pourquoi pas d'innovation technique. Si nous avons tous des smartphones aujourd'hui, la question de la traduction simultanée, de ces outils qui viennent à notre secours au quotidien peuvent être l'objet de start-up. On parle aujourd'hui de design thinking. On parle de plein de sujets. Oui, bien sûr, en bien français. Moi, d'ailleurs, j'ai mis mon véhicule sur une aire de stationnement tout à l'heure. Nous sommes bien d'accord. Bref, c'est difficile de se séparer de l'anglais totalement. Tout à fait. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais effectivement, c'est souvent difficile. Je me suis fait piéger, là. Hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. S'il n'y a pas d'autres questions, ah si, il y a une autre question, pardon, il faut qu'elle arrive. Ce sont les joies de la technique, il faut que la question arrive jusqu'à moi. C'est presque France Inter. Hein. C'est un peu moins fluide. Ah, que ferez-vous du traitement automatique de la langue française ? C'est un sujet. C'est un sujet. À un moment donné, le traitement automatique sera abordé. Sous quelle forme ? Je ne peux pas encore y répondre, mais c'est un sujet. Ça veut dire qu'il y a encore un chantier et que tout n'est pas encore totalement décidé. Absolument. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un chantier qui est en construction.
C'est-à-dire que et qui pose un certain nombre de questions, y compris scientifiques. Je vais prendre un exemple très concret qui était en débat ce matin, c'est que les archéologues n'ont pas encore livré leurs conclusions sur l'état supposé du château médiéval dans la première section du parcours. Comment allons-nous traduire les découvertes archéologiques alors même qu'elles ne sont pas totalement rendues. Voilà. Donc nous sommes dans un projet en mouvement et c'est bien là une question qui fait que chaque question va trouver sa réponse, mais je prendrai les petites fiches à la fin et je ne manquerai pas de les explorer plus avant. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Je crois que c'est un projet qui fait un peu rêver tout le monde. Je veux dire, c'est bien sûr quelque chose de tout à fait passionnant que de voir cette cité consacrée à la langue française. Je crois que nous avons tous hâte de la voir ouvrir, d'aller visiter, d'aller, pas seulement visiter d'ailleurs, d'aller vivre ces parcours, parce qu'on a bien compris que ça n'était pas que de la visite, mais qu'il fallait, voilà, que chacun aurait aussi quelque chose à apporter. Donc, merci beaucoup à vous. Merci pour cette belle présentation. Et puis, je donne rendez-vous à tout le monde pour la prochaine conférence. La prochaine conférence aura lieu le 20 mai. Elle sera proposée par Christophe Duboil et elle portera sur les accents du français. Alors, je ne sais pas s'il sera question de glottophobie, sans doute. Il sera sans doute aussi question de Picard. Donc, rendez-vous le 20 mai. Et merci encore à Xavier Bailly.